le conflit prolongé en Ukraine, qui en est maintenant à sa 3e année, témoigne de la résilience continue de l'Ukraine face à une énorme adversité. Même si les forces russes en prétendent pas avoir réalisé de petits gains territoriaux depuis la chute de Avdiivka en février, la réalité est que ces gains ont été coûteux et largement symboliques. Les contre-manœuvres stratégiques de l'Ukraine et la défense inébranlable de positions clés telles que la région nord de Donetsk et les zones autour de Bakhmut et Vuhledar dans la région de Zaporizhia mettent en évidence une histoire non seulement de survie, mais aussi de résistance calculée. Cette résilience stratégique est encore plus significative compte tenu des défis d'artillerie actuels auxquels l'Ukraine est confrontée. Surnommée famine de missiles. Toutefois, malgré ces revers, l'esprit des forces ukrainiennes reste intact. Contrairement au récit du progrès russe, la réalité sur le champ de bataille raconte une toute autre histoire. Les forces russes, malgré des vastes arsenaux d'artillerie et le soutien d'États voyous comme la Corée du Nord, ne réalisent net que des gains marginaux à des coûts insoutenables. Le fait de compter sur le volume plutôt que sur l'efficacité tactique n'a pas conduit à un succès décisif, mettant en évidence l'inefficacité et le désespoir au cœur de leur stratégie militaire. Au milieu de cette dynamique difficile, une lueur de soutien brille du côté du Danemark. Cet allié scandinave renforce ses forces, prêt à changer le cours des événements avec un important apport d'artillerie. Cette décision n'est pas seulement un programme d'aide militaire. Elle est le symbole d'une politique étrangère européenne changeante qui cherchait de plus en plus à soutenir les efforts de défense persistants de l'Ukraine. Ce soutien du Danemark et d'autres pays occidentaux souligne l'engagement international collectif en faveur de la souveraineté et de la résilience de l'Ukraine. Le Danemark s'est engagé à faire don de toutes ses unités d'artillerie existantes à l'Ukraine. La première ministre danoise, Mette Frederiksen, s'est nettement écartée de la position prudente de l'Europe en matière de soutien aux armements, critiquant les réticences du continent et mettant en avant les ressources disponibles. Ce n'est pas seulement une question de production, car nous avons des armes, nous avons des munitions, nous avons une défense anti-aérienne que nous n'avons pas besoin d'utiliser nous-mêmes pour le moment, mais que nous devons fournir à l'Ukraine. Par cette déclaration, le Danemark a non seulement promis un soutien militaire crucial, mais a également invité les autres pays à reconsidérer leur position. Apparemment, afin de prouver qu'un tel don ne détruirait pas l'arsenal danois, le ministère danois de la Défense aurait déclaré qu'il était en train d'accélérer l'acquisition de nouvelles capacités militaires pour compenser les pertes d'unités. À Munich, Frederiksen a également souligné l'importance de ne pas attendre que les États-Unis politiquement divisés prennent la tête de l'approvisionnement des Ukrainiens. Peu importe ce que proposent les États-Unis, nous, Européens, devons nous défendre. C'est une guerre sur le continent européen. Les remarques de Frederiksen constituent le dernier exemple en date de l'évolution de la stratégie géopolitique du Danemark, et il vaut la peine de considérer le don d'artillerie de Copenhague sous cet angle. Bien que le Danemark ait été l'un des fondateurs de l'Alliance de l'OTAN en 1949 et ait joué un rôle géostratégique clé en contrôlant les points occidentaux de la Baltique, le niveau global d'intégration sécuritaire avec le reste de l'Europe n'était pas aussi avancé. Jusqu'en juin 2022, le Danemark était le seul des 27 États membres européens à ne pas participer aux discussions sur la défense de l'UE ni aux missions militaires conjointes. Ces exclusions ont été créées à la suite du rejet initial par le Danemark du traité de Maastricht lors d'un référendum en 1992. Afin de garantir l'adhésion du Danemark à l'Union européenne, le traité d'Édimbourg a accordé à Copenhague de nombreuses exceptions au traité de Maastricht. L'un d'eux concernait les questions de défense. Suite à l'introduction de ces exemptions, les électeurs danois ont accepté de rejoindre l'UE à ces conditions lors d'un deuxième référendum l'année suivante. Cette politique de départ pour des raisons de sécurité était une tradition au Danemark pendant la guerre froide. Le Danemark, bien que membre de l'OTAN, n'a autorisé aucune force étrangère à pénétrer sur son territoire sous l'égide de l'Alliance. L'Union soviétique était la puissance dominante dans les pays baltes et disposait en Allemagne voisine de troupes dépassant en nombre les troupes occidentales.
Le Danemark souhaitait se placer sous le parapluie nucléaire américain, mais ne voulait pas risquer de contrarier l'Union soviétique. Les expériences historiques récentes ont rappelé aux décideurs politiques danois l'importance de cet objectif. Les forces britanniques stoppèrent de peu l'avancée de l'armée rouge vers le Danemark lorsqu'elles capturèrent Lübeck, dans le nord de l'Allemagne. Le 2 mai 1945, quelques heures seulement avant l'entrée des troupes soviétiques dans la région. L'Union soviétique a également occupé l'île danoise de Bornholm, qui se trouvait depuis l'année précédente sur le territoire stratégique de la mer Baltique. Bornholm est une île située approximativement au milieu du détroit entre la côte sud de la Suède et la côte nord de la Pologne. Une présence militaire pourrait perturber le trafic entre l'Est et l'Ouest de la mer Baltique. Heureusement pour les Danois de Bornholm, Staline accepta de retirer l'armée rouge de l'île et le fit en avril 1946, faisant de l'île un exemple rare de la chute du rideau de fer au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Cependant, la décision de Staline était uniquement liée à la compréhension que le Danemark n'accueillerait pas de troupes étrangères sur son sol, même s'il se trouvait dans la sphère d'influence occidentale. Les décideurs politiques américains et britanniques se sont tacitement mis d'accord sur ce point, et un accord tacite a persisté tout au long de la guerre froide. Après la fin de la guerre froide, le Danemark a réduit ses dépenses de défense. Le pays a consacré pour la dernière fois 2% de son PIB à la défense en 1989, pour tomber à 1,1% en 2015. Mais même cela commence maintenant à changer, à mesure qu'elle continue de s'intégrer dans les réseaux de sécurité européens et de l'OTAN et qu'elle abandonne progressivement sa politique de quasi-neutralité. Le Danemark s'est également engagé à augmenter ses dépenses de défense à 2% d'ici 2033. Même si de nombreuses voix s'élèveront sans aucun doute en Occident pour affirmer que le rythme de la croissance est trop lent. Quoi qu'il en soit, les récentes évolutions au Danemark suggèrent qu'une longue période de relative neutralité militaire touche à sa fin. Et ce changement de politique a été approuvé par les électeurs danois. Le 1 juin 2022, le Danemark a organisé un référendum posant une question simple. Votez-vous pour ou contre la possibilité pour le Danemark de participer à la coopération européenne en matière de défense et de sécurité en supprimant l'opt-out de l'UE en matière de défense face à l'invasion russe de l'Ukraine? Les électeurs danois ont voté oui à une majorité de près de 67% contre 32%. Le vote a ainsi mis fin à l'isolement militaire relatif de Copenhague par rapport au reste de l'Europe. Grâce à cela, les troupes danoises pourraient participer à des opérations militaires conjointes sous le drapeau de l'UE et avoir une plus grande influence sur la politique de défense européenne commune. Plus important encore, le résultat du référendum a permis à l'armée danoise d'acquérir beaucoup plus facilement des armes et du matériel, ce qui est l'une des raisons pour lesquelles Copenhague réalise qu'elle peut faire don de toute son artillerie à l'Ukraine. La Russie a réagi négativement à cette nouvelle et a suspendu la fourniture de gaz naturel à l'une des sociétés énergétiques danoises, même si cela n'a pas affecté de manière significative l'approvisionnement énergétique du Danemark. Cette décision constitue une preuve supplémentaire de la volonté de la Russie d'utiliser des méthodes coercitives comme moyen de politique d'État. Ces manœuvres de Moscou n'ont probablement fait que convaincre davantage les électeurs danois qu'ils avaient pris la bonne décision, même avant l'invasion. Le Danemark avait marqué le début d'un changement sismique dans sa politique de sécurité, alors que la Russie massait ses forces le long de la frontière avec l'Ukraine, et qu'une invasion semblait imminente. Le premier ministre Frederiksen a suggéré que des négociations étaient en cours avec les États-Unis sur un nouvel accord de défense bilatéral qui permettrait pour la première fois aux soldats et équipements militaires américains d'être stationnés sur le sol danois. Le ministre danois de la Défense, Morten Bødskov, a déclaré que tout nouvel accord viserait à donner aux forces américaines un meilleur accès à l'Europe. L'accord permettrait également probablement un entraînement plus fréquent des troupes américaines et danoises et, peut-être plus important encore, il pourrait permettre aux Danois d'acquérir plus facilement de nouveaux équipements et munitions militaires. Après avoir rejoint la communauté européenne de la défense au sens large, le Danemark a fait preuve d'une volonté disproportionnée de fournir l'Ukraine.
LSC est l'un des principaux donateurs d'avions de combat F-6 et fournit aux Ukrainiens Dix-9 de ces chasseurs, qui devraient être envoyés d'ici 2025. C'est dans ce contexte plus large que s'inscrit la récente décision du Danemark de faire don de la totalité de son artillerie à l'Ukraine. Le don d'artillerie de Copenhague est faible, car Copenhague ne dispose pas de MLRS ni d'unités d'artillerie remorquées. Au lieu de cela, JFI rapporte que le Danemark dispose de 19 unités d'artillerie automotrice, dont 15 en attente. Ces unités sont des obusiers automoteurs français, César. César est entré en service en 2008 et dispose d'une portée opérationnelle d'environ 600 km et d'un équipage de 3 à 5 opérateurs. Chaque unité possède un chargeur typique contenant 36 cartouches. César tire des munitions standard, autant de 155 mm à une distance allant jusqu'à 34 km et lors de l'utilisation de missiles IRFB avec un canon plein. Une portée accrue jusqu'à 42 km. Ces obus ont été conçus à l'origine par l'ingénieur d'artillerie canadien Gérard Bull, devenu célèbre pour son travail sur le concept du projet Babylon de Saddam Hussein, les Superguns Big Babylon et Baby Babylon. Bull a été assassiné en 1990, probablement par des agents israéliens qui ne voulaient pas que le supercanon irakien devienne une réalité. Contrairement aux balles standard, ces étuis sont plus longs et plus fins. Les cartouches ERFB ont des pattes spéciales au centre pour aider à engager le fusil dans l'arme et à stabiliser la balle en vol, bien que les cartouches ERFB ultérieures puissent ne pas en avoir. Les balles ERFB ont une portée nettement plus longue que les balles standard, mais au prix d'une précision réduite. La précision réduite a empêché le missile ERFB de devenir le standard de l'OTAN. Mais le César est toujours capable de le tirer. César peut augmenter encore sa portée, jusqu'à 52 km, s'il utilise des missiles assistés par fusée. Chaque César coûte environ 7,5 millions de dollars, mais le prix varie en fonction des contrats individuels. Par exemple, le 1 septembre 2021, le ministère tchèque de la Défense a approuvé l'achat de 52 obusiers César, et la valeur de ce contrat est d'environ 288 millions de dollars. Jusqu'à présent, César avait bien réussi la guerre. Corrélation ne signifie pas nécessairement lien de causalité, mais il se peut que ce soit plus qu'une coïncidence si, après que l'Ukraine a commencé à recevoir des fusils César, les unités d'artillerie russes ont commencé à subir de lourdes pertes. Son introduction semble donc avoir coïncidé avec une amélioration des tirs de contre-batterie ukrainiens, au plus fort de l'efficacité de l'artillerie ukrainienne. Les Russes perdaient entre 20 et 40 systèmes d'artillerie par jour. Malheureusement pour les Ukrainiens, César n'a pas suffi à inverser la tendance, car les Russes ont creusé en utilisant le réseau de fortifications le plus étendu jamais vu en Europe depuis la Première Guerre mondiale. La campagne ukrainienne des Zaporijia n'a même pas atteint son premier objectif, à savoir le carrefour de Togmako. En avril 2024, le blog Oryx rapporte 8 pertes d'unités, César confirmé visuellement. 5 d'entre eux ont été détruits et 3 ont été endommagés. Le don danois de Dix-9. César s'ajoute au nouveau don français à l'entité. Sentant une pénurie désespérée d'artillerie pour les Ukrainiens, la France a annoncé en janvier son intention de fournir 78 unités César supplémentaires à l'Ukraine et a demandé 281 millions d'euros d'aide pour 60 d'entre elles. Alors que le Danemark avait déjà envoyé toutes ses unités d'artillerie César en Ukraine en avril 2023, les déclarations de Frederiksen à Munich annonçant qu'ils y enverraient également un autre système. Outre les unités César, le Danemark dispose du 21 mortier X-21 Cardon, qui seront désormais destinés à l'Ukraine. Le Cardon a été fabriqué à l'origine en Israël et peut être chambré pour tirer des obus de 81 mm ou de 120 mm. Le Cardon de 120 mm est chargé par tube. Mais malgré cela, le mortier a une cadence de tir de 16 coups par minute et une cadence de tir constante d'environ 4 coups par minute. Le Cardon fonctionne sur un système de recul autonome et est contrôlé par ordinateur.
Bien que si le contrôle de tir de l'ordinateur est compromis, il peut être positionné et pointé manuellement à l'aide de poignées de rechange et de viseurs optiques. La portée effective du Cardone est d'environ 7,2 km. Afin d'améliorer la précision, les Danois ont décidé d'équiper leurs Mortiers Cardone de systèmes radar de vitesse initiale MVRS 700 SC fabriqués par leur société Weibel. Ce système prend en compte les conditions atmosphériques, telles que la température et l'humidité, qui affectent les conditions dans le canon et, par conséquent, la vitesse du canon de la cartouche, qui à son tour affecte la précision de son tir. La présence du MVRS 700 SC permet au système danois Cardone de compenser les conditions environnementales et d'améliorer leur précision. Ce système radar est intégré au système informatique de contrôle de tir Cardone via une antenne et un processeur. Les Danois ont reçu le Cardone en 2019 et ont spécifiquement cherché à l'utiliser comme puissance de feu mobile, après l'intervention initiale de la Russie en Ukraine en 2014. Le Danemark a appris à quel point son artillerie était vulnérable face aux tirs de batterie grâce à la détection des radars et des drones. Pour s'adapter à cette réalité, les Danois ont décidé d'intégrer le mortier israélien Cardone dans leur nouveau véhicule blindé de transport de troupes Piranha 5. Une meilleure intégration permet au Cardone de fournir un appui-feu, puis de s'éloigner avant que l'ennemi ne les repère et ne riposte. La décision du Danemark d'envoyer toute son artillerie en Ukraine est la dernière. Manifestation d'une philosophie en évolution progressive parmi les puissances occidentales. Une fois la guerre déclenchée, les pays occidentaux se méfiaient d'une escalade du conflit, hésitant à fournir à l'Ukraine des armes à longue portée telles que des missiles balistiques et de croisière à longue portée. Cette position prudente a commencé à changer radicalement en 2023, ce qui signifie un soutien important, notamment des chars de combat principaux, des bombes à fragmentation, des missiles de croisière Storm Shadow et des systèmes Attack-MS American Clé aux unités ukrainiennes HIMARS. Malgré ces engagements importants, qui ont initialement suscité des inquiétudes quant à une escalade, le déploiement réussi de ces systèmes en Ukraine en 2022 a contribué à apaiser les inquiétudes, attirant l'attention sur l'épuisement potentiel des arsenaux occidentaux. Des années de paix et l'accent mis sur la lutte contre le terrorisme n'ont pas préparé l'Occident aux exigences intenses de la guerre de haute intensité d'aujourd'hui, dans laquelle les munitions sophistiquées sont utilisées à un rythme alarmant. Cette préoccupation est exacerbée par la complexité et la vulnérabilité des chaînes d'approvisionnement nécessaires à la fabrication et à la distribution de munitions de précision modernes. Cependant, le Premier ministre danois Mette Frederiksen a affirmé que soutenir l'Ukraine, même au détriment de l'approvisionnement de l'Occident, était une nécessité stratégique. Selon elle, la défaite de la Russie en Ukraine renforcerait en fin de compte la sécurité occidentale d'une manière plus fiable que le maintien d'importants arsenaux dans le pays. Même si la contribution de l'artillerie danoise n'influencera peut-être pas la guerre de manière décisive, Frederiksen espérait que sa décision audacieuse catalyserait un soutien européen plus large, encourageant un effort commun plus significatif. Cet espoir a semblé se réaliser lorsque, lors d'une conférence à Munich, le responsable tchèque de la défense, John Giras, a révélé que 800 obus d'artillerie pourraient être achetés pour l'Ukraine auprès de fournisseurs non occidentaux pour 1,5 milliard de dollars, suggérant une solution réalisable pour renforcer rapidement les capacités d'artillerie de l'Ukraine. Sa déclaration a souligné la volonté croissante des nations européennes de trouver des moyens innovants pour soutenir les défenses de l'Ukraine et maintenir la dynamique de ses efforts de contre-offensive. Le président tchèque Petr Pavel a annoncé le 8 mars que le groupe de 18 pays avait entièrement financé l'achat de tous ces missiles. L'Allemagne, à elle seule, achèterait 180 munitions pour 618 millions de dollars, soit 40% du montant total. Le Danemark a participé au financement aux côtés de la Belgique, des Pays-Bas et du Canada. Les efforts du Danemark ont abouti à l'achat d'environ 400 missiles, à peu près au même moment. Les Tchèques ont identifié 700 obus d'artillerie inutilisés
qui pourraient être achetés pour 1,8 milliard de dollars. Les alliés occidentaux de l'Ukraine, dont le Danemark, ont également accepté de les acheter. Grâce aux efforts concertés de l'Europe, la pénurie d'artillerie et de roquettes en Ukraine devrait prendre fin cet été, lorsque les munitions vendues par la République tchèque commenceront à arriver. La date de livraison prévue est juin. À l'approche de l'été, l'Ukraine pourrait commencer à tirer environ 6-0 missiles par jour, soit 3 fois plus qu'aujourd'hui. Ce nombre pourrait atteindre 10-0 par jour, maintenant qu'un Congrès américain divisé a décidé de fournir davantage d'aide. La famine en Ukraine va bientôt prendre fin, et la façon dont cela se terminera conforte le point de vue du Premier ministre, Fredrickson, selon lequel l'Europe doit prendre les devants dans sa propre défense. Pour elle, vaincre la Russie en Ukraine maintenant, même si cela implique d'épuiser le précieux stock militaire du pays, est une meilleure option que d'utiliser ces armes à l'avenir, à ses propres portes, dans un autre conflit futur encore plus grave. Mais le reste de l'Europe va-t-il emboîter le pas? Êtes-vous d'accord avec le Premier ministre Fredrickson? Les pays occidentaux devraient-ils envoyer une plus grande partie de leur arsenal disponible en Ukraine? Est-ce le meilleur moyen de protéger l'Europe d'une future agression russe? N'oubliez pas de nous le faire savoir dans les commentaires. Assurez-vous également d'appuyer sur le bouton « J'aime » et de vous abonner pour soutenir la chaîne et obtenir plus d'analyses militaires de la part d'experts militaires. Allez maintenant regarder. Pourquoi la Russie ne peut pas arrêter les armes américaines ou cliquez plutôt sur cette autre vidéo.